Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer le titre, à savoir Serge Rader est mort. Tant mieux, mais surtout il s'agit d'un prétexte pour mieux comprendre les conséquences du complotisme. Il y a plusieurs choses à savoir avant de vous donner cette explication. De quoi est mort Serge Rader? La première chose à savoir est qu'il est mort de mort naturelle. Il a eu la Covid, a été hospitalisé, est sorti de l'hôpital et est mort 3 jours après d'une maladie nosocomiale, c'est-à-dire une maladie attrapée à l'hôpital. La mort est dite naturelle quand elle résulte d'un état pathologique ou physiologique connu ou non. Ici, c'est le cas. Ce qui a tué Serge Rader, c'était la maladie nosocomiale. Alors, il est évident que si ça avait été une mort violente, par exemple s'il avait été poignardé, jamais je n'aurais écrit ce titre. Si je l'ai écrit, c'est qu'il s'agit d'un non-événement. En effet, il y a des millions de morts naturelles dans le monde tous les ans. Et même si le titre vous donne l'impression que je me réjouis de sa mort, ce n'est pas du tout le cas. Mais avant de vous expliquer ce qui me réjouit, parce qu'il y a quand même quelque chose qui me réjouit, voyons qui était Serge Rader. Serge Rader, c'est un pharmacien français, complotiste, anti-vaccin, pro-hydroxychloroquine, entre autres choses. Il est même apparu dans le documentaire Hold Up. D'ailleurs, je t'invite à voir le debunk que j'ai fait. Quel type de complotiste était Serge Rader? Pour moi, il existe deux types de complotistes, les meneurs et les suiveurs. Les meneurs, ils ont une grosse communauté et une capacité d'influence très élevée. Les suiveurs, à l'inverse, ont une communauté et une capacité d'influence limitée. Il faut noter que les meneurs génèrent souvent de l'argent, là où les suiveurs en dépensent. Serge Rader était un meneur qui vendait des livres et influençait un grand nombre de personnes en les détournant de la vaccination. Et de ce fait, il a sans doute du sang sur les mains. Parce que oui, le complotisme et la désinformation tuent. Bernard Lachance, c'était un chanteur, compositeur et interprète québécois qui niait l'existence du sida, dont il était pourtant atteint, et qui croyait en plusieurs théories du complot. En effet, il affirme que le sida est une pandémie frauduleuse, criminelle, aussi scénarisée par les mêmes acteurs et les mêmes institutions que celle impliquée dans la pandémie de Covid-19. Il avait le VIH et a cru des complotistes et des vendeurs de produits naturels à arrêter son traitement afin de ne plus enrichir Big Pharma et est mort à l'âge de 46 ans du sida. Juste pour votre information, une personne ayant le VIH, si elle prend son traitement, elle a quasi la même espérance de vie qu'une personne sans le VIH, à quelques années près. Donc oui, moi perso, ça me fout le seum. Voici quelques mots de l'une de ses sœurs. Il se guérissait avec des produits naturels. Il en avait pour plusieurs milliers de dollars chez lui. Il voulait dénoncer que les pharmaceutiques s'enrichissent sur le dos des malades. Mais au final, c'est les vendeurs de produits naturels qui sont enrichis avec lui. Donc oui, le complotisme et la désinformation tuent. C'est pour cette raison, comme je l'ai dit dans ma vidéo Les complotistes sont-ils des cons, que j'ai un profond mépris pour les meneurs qui mettent en danger et méprisent la vie d'autrui. Et le cas de Bernard Lachance n'est malheureusement pas un cas rare. J'aurais pu aussi vous parler d'un enfant de 7 ans, mort parce que ses parents ont voulu soigner son otite avec de l'homéopathie. L'état s'est aggravé, les parents ont appelé le médecin homéopathe, qui s'est déplacé, a donné 3 granules et est parti en rassurant les parents. Résultat, 12 heures après, le gamin était mort. Donc oui, le complotisme et la désinformation tuent. J'aurais pu aussi vous parler de ceux qui sont morts parce que soi-disant il n'y aura pas plus de morts de la Covid que d'accidents de trottinette, ou encore ceux qui ont bu de la javel parce que Trump l'a dit. Donc oui, encore une fois, le complotisme et la désinformation tuent. On peut alors se demander quelles sont les motivations des complotistes. Pour les suiveurs, la recherche de la vérité et l'appartenance à un groupe soudé semblent être les principales motivations. En plus de cela, appartenir à un groupe de sachants apporte une forme de glorification personnelle, et avoir des explications à des choses qui n'en a pas forcément est rassurant. Pour la majorité des meneurs complotistes, la motivation semble plutôt l'argent, et oui. En effet, cela est vrai pour Emma Cruzy, qui vend des t-shirts anti-masques, des formations et des compléments alimentaires. C'est valable pour Thierry Casasnovas, qui vend des formations et fait des appels aux dons. C'est valable pour Didier Raoult, qui a écrit 3 bouquins pendant la pandémie. À l'argent, on peut aussi ajouter des cas atypiques, par exemple le besoin de retrouver sa gloire d'antan, comme avec Lalanne ou Bigard, par exemple. On a aussi les croyances religieuses ou mystiques, comme cela est le cas avec Alexandra Orion-Code ou Jean-Jacques Crèvecoeur, ou encore la politique, comme avec Louis Fouché. Ah, on me dit dans l'oreillette que Jean-Jacques Crèvecoeur vend aussi des bouquins et des formations. Hein, bah oui, tant qu'à faire.
Et j'ai failli oublier, Serge Rader faisait des conférences et vendait des bouquins anti-vax. Et ne vous inquiétez pas, je vais bientôt vous expliquer le pourquoi du titre. Bientôt. Mais avant de cela, je dois vous parler de la radicalisation par le complotisme. Une recherche menée sur les effets de la détresse psychologique liée à la pandémie a pu établir qu'il existait une association claire entre cette détresse et l'adhésion aux théories du complot, mais aussi à la radicalisation violente. Comme le dit le docteur Rousseau, il faut faire attention. Tous les fervents des théories du complot ne sont pas violents ni fous, mais beaucoup vivent de la détresse et de l'anxiété auxquelles répond la rhétorique complotiste. Celle-ci vient même parfois légitimer l'extériorisation de leur rage. Pour certains, le niveau de désespoir peut se traduire par une violence potentielle. Dans l'article, on a quelques exemples. Par exemple, Sébastien, 17 ans, est devenu suicidaire et homicidaire pendant le confinement. L'adhésion à une rhétorique complotiste l'a incité à fabriquer une bombe. On a aussi un jeune homme de 21 ans qui a quitté son travail, a rompu les ponts avec ses amis et se prépare depuis à la fin du monde. C'est dans ce contexte de fragilité psychologique que certains meneurs complotistes jettent de l'huile sur le feu. En effet, Jean-Jacques Crèvecoeur explique dans une vidéo qu'il faut passer de la 3e dimension à la 5e. Parce que oui, la 4e, en fait, elle est occupée par les reptiliens. Et donc, pour passer de la 3e dimension à la 5e, il est nécessaire d'abandonner tout ce qui nous retient ici-bas, à savoir l'argent, ses amis, sa famille, etc., etc. Il prévient également ses adeptes qu'ils ne pourront probablement plus communiquer avec ceux qui ne les ont pas suivis. Il n'y a que moi qui trouve que ça pue. Et c'est pas fini. Quelque temps après, Jean-Jacques Crèvecoeur a fait une vidéo où il pose la question suivante. Dans le contexte de crise mondiale que nous vivons actuellement, j'ai 2 questions à vous poser. Première question, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre dans votre vie? Et deuxième question, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à concéder dans votre vie? Ce sont les 2 questions que je vous pose pour vous aider à traverser cette crise actuellement. Voici quelques commentaires. Aucune acceptation de rien du tout. Refus total de ces mesures débiles, absurdes, dictatoriales. À commencer par le port du masque. Comme je sais qu'il me serait impossible de vivre dans un tel monde, je suis prête à perdre la vie s'il devait arriver. Mais je résisterai jusqu'au bout. Je suis prête à tout perdre, toutes mes possessions, mes animaux, mes amis, ma famille, ma limite, mes enfants. Je marcherai sur l'eau pour eux et me battrai jusqu'à la mort pour les sauver. S'ils meurent avant moi, je n'ai plus rien à perdre. Il n'y a pas plus redoutable que quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, surtout une maman. Ils ne mourront pas vivantes, j'essaierai de faire le plus de dégâts avant de partir. Au bout de ligne, j'aurai sauvé mon âme, prêt à tout perdre, sauf ma foi en le créateur de toutes choses. La mort est une délivrance, ne sacrifions pas le monde de l'au-delà pour cette vie d'ici-bas. Je suis prêt à perdre tout, sauf ma liberté et l'amour de ma famille très proche, et j'irai au bout du bout, c'est non négociable, et même perdre la vie, vaut mieux mourir libre que vivre esclave. Et là maintenant, vous comprenez pourquoi ça pue? On est dans la rhétorique classique des sectes, on fait en sorte que l'adepte se coupe de sa famille, de ses amis et de ses possessions, et ensuite on le fanatise. Cela rappelle malheureusement lors du temple solaire et de la centaine de morts suite au suicide collectif de ses membres. Ça pue vraiment. Et le côté puant et dangereux va même pour certains jusqu'à l'antisémitisme. Les antimondialistes dénoncent le fait que, par exemple, la mondialisation, elle est orchestrée par les banques privées, à la tête desquelles, très souvent, il y a des gens qui se réclament d'ascendance juive, etc. Et je me suis dit, ah bon, ok, donc quand on dénonce la mondialisation, on est de facto antisémite. Tout ceci doit nous amener à nous poser une question: comment se protéger des discours complotistes? La manière la plus efficace de se protéger soi-même de ces discours complotistes est d'apprendre ce qu'est l'esprit critique et de le mettre en pratique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de ressources sur l'internet. Voici quelques chaînes YouTube qui traitent de ce sujet. Les liens sont dans la description. On a par exemple la Tronche en Biais, Hygiène mentale, Chat sceptique, Défacator, Si c'est faux, le débunker des étoiles, l'extracteur, G1000 etc., etc. Évidemment, il y en a plein d'autres. Je vous laisse faire vos propres recherches. C'est drôle parce que d'habitude, c'est les complotistes qui disent « Ah, faites vos propres recherches !» Alors, nous venons de voir comment se protéger des discours complotistes. Voyons maintenant comment empêcher les complotistes de mettre en danger autrui.
Si la manière la plus efficace de se protéger soi-même des discours complotistes est d'apprendre ce qu'est l'esprit critique, alors la manière la plus efficace d'empêcher les complotistes de mettre en danger autrui est d'apprendre aux autres ce qu'est l'esprit critique. C'est simple, efficace et cela permet à autrui d'être autonome. C'est pourquoi, que ce soit mes vidéos ou celles des copains et copines, partagez-les. On peut aussi dénoncer la dangerosité des messages véhiculés. C'est ce qu'a fait le collectif L'Extracteur par rapport à Thierry Casasnovas. Le collectif a sans relâche dénoncé la mise en danger d'autrui, ce qui a poussé Casasnovas à retirer des centaines de vidéos et a poussé la justice à s'intéresser à son cas. Mais comme l'énonce la loi de Brandolini, vous aurez un lien dans la description, cela a un coût énorme en temps et en énergie et n'est clairement pas à la portée de tout le monde. Et pour finir, on peut aussi s'en remettre aux plateformes elles-mêmes. En effet, de nombreuses plateformes ont supprimé des comptes complotistes, réduisant alors la visibilité et la mise en danger d'autrui. C'est le cas notamment de YouTube et Twitter. Cela dit, ces plateformes ont une inertie importante et prennent ce genre de décision après coup, laissant des centaines de milliers, voire même des millions de personnes voir et entendre les discours dangereux. Résumation et conclusion. Quoi ? Résumé et conclusion. Ah bah oui, c'est mieux. Dans cette vidéo, nous avons vu que la désinformation et le complotisme pouvaient être dangereux, voire même mortels. Nous avons aussi vu que les meneurs complotistes manipulaient leur audience afin d'en tirer de l'argent, abusant alors de la détresse psychologique de leurs adeptes. Cette détresse psychologique pousse aussi les meneurs complotistes à radicaliser leurs propos et à se rapprocher de plus en plus d'une secte classique. De par son discours anti-vaccin, Serge Rader a mis autrui en danger. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas sa mort qui me réjouit, mais les conséquences de sa mort. En effet, une des conséquences de la mort pour Serge Rader, c'est qu'il a de facto arrêté de mettre autrui en danger. C'est cela qui me réjouit, mais pas sa mort. Personnellement, j'aurais préféré qu'il rende le cas échéant des comptes face à la justice, ou alors j'aurais préféré qu'il change d'avis et l'assume publiquement. Je me réjouis donc des conséquences de sa mort, au même titre que je me réjouis des conséquences de la fermeture du compte Twitter de Trotta, au même titre que je me réjouis de la fermeture de la chaîne YouTube de Crève-Cœur. Ces fermetures permettent de protéger des centaines de milliers de personnes, et c'est cela qui est réjouissant. Sans transition, je compte sur vous pour clapper cette vidéo. Clapper, cela veut dire commenter, liker, abonnez-vous et partagez. Retrouvez-moi aussi sur Twitter à @paulmic, mais surtout, n'oubliez jamais qu'il est aussi facile de juger et de l'ouvrir sur Internet, qu'il est difficile de prendre du recul et d'avoir de l'esprit critique. Bisous.